On va parler d'une histoire, mais pas n'importe laquelle. C'est l'histoire d'un crime, bien sûr, mais aussi celle d'une femme de la haute société, une rebelle, et de l'une des cavales les plus dingues du XXe siècle. Une histoire qui démarre à Genève, mais qui va nous emmener aux quatre coins du globe. Alors, imaginez la scène. On est en 1957, une nuit comme les autres. Josette Bauer rentre chez elle, il est 2 heures du mat, elle sort de boîte. Et là, dans la salle de bain, elle tombe sur son mari, Richard. Il a le visage en sang, les mains couvertes de sang, et il lâche cette bombe. Ok, pour comprendre comment on en est arrivé là, à ce drame, il faut qu'on fasse un petit bond dans le passé. On retourne dans la Genève des années 50. Et attention, c'était pas la Genève qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'était une ville super conservatrice. Et au milieu de tout ça, il y a Josette. Une femme, comment dire, complètement en décalage, bien en avance sur son temps. Et qui étouffait, littéralement, dans ce carcan social. Leur couple, c'était vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a Josette. Elle mène la grande vie, une vraie vie de rebelle mondaine. On parle de voitures de luxe, d'amants, elle prenait même des leçons de pilotage. Pour une femme à l'époque, c'était juste impensable. Et de l'autre côté, eh bien, il y a Richard, son mari. Lui, il reste à la maison, il met son tablier, fait la vaisselle. Et surtout, il se ruine. Il se saigne aux 4 veines pour essayer de financer ce train de vie de folie qu'il ne pouvait, mais alors pas du tout, se permettre. Et ce qui devait arriver, arriva. Très vite, Richard crame tout son héritage. Et quand il n'y en a plus, il tape dans l'argent de sa mère. Résultat, il se retrouve à sec, complètement fauché. Il est au pied du mur, désespéré, et il cherche par tous les moyens une solution pour continuer à financer cette vie de luxe. Et ce désespoir va le pousser au pire. Le plan qui va naître est aussi simple qu'il est glaçant. Assassiner le père de Josette, Léo. C'était un riche industriel et l'idée, bien sûr, c'était de mettre la main sur l'héritage. Et c'est un projet qu'ils vont monter tous les deux. Alors, Richard passe à l'action. Il s'arme. D'abord, il achète un poignard à Marseille. Mais ça ne suffit pas. Dans sa cave, il va fabriquer lui-même cette chose terrifiante. Une matraque artisanale, un truc brutal, fait pour une seule et unique chose, tuer. Une fois le meurtre commis, le couple se met en mode camouflage. Il se donne un mal de chien pour se fabriquer un alibi en béton. Ils pensent vraiment avoir pensé à tout. Ou presque. Parce qu'ils vont oublier un détail. Un tout petit détail qui va tout changer. Un simple balai, dans un placard, avec un manche qui a été scié. Et pendant plus d'1 an, c'est la belle vie. Le couple touche l'héritage et le flambe. Soirée, luxe, insouciance. Mais attention, pendant ce temps-là, dans l'ombre, les enquêteurs bossent. Ils ne lâchent pas l'affaire. La police scientifique est sur le coup. Et petit à petit, lentement mais sûrement, les expertises parlent. Le lien est fait avec l'arme du crime. L'étau se resserre. Et là, le procès, c'est un véritable cirque médiatique. Toute la presse s'en mêle, c'est la folie. Et la cible, c'est Josette. On la dépeint comme une sorte de sorcière, un ange du mal, une manipulatrice diabolique qui aurait poussé son pauvre mari à commettre l'irréparable. En fait, c'est plus le procès de la femme libre que celui d'une complice de meurtre. C'est un procès moral avant d'être juridique. Le verdict tombe. Richard prend 15 ans de prison. Josette, elle, écope de 10 ans. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais non. Pour elle, cette condamnation, ce n'est pas du tout la fin. C'est au contraire le début de quelque chose d'autre. Une toute nouvelle vie. On est en 1964. Josette demande une libération conditionnelle. Et contre toute attente, c'est non. Refusé. Et là, chez elle, la résignation se transforme en une rage froide. C'en est trop. Elle décide que maintenant, c'est elle qui reprend les commandes. Et quand Josette décide quelque chose, elle ne fait pas les choses à moitié. C'est une évasion digne d'un film. D'abord, elle s'échappe d'un hôpital, direction Paris, où elle subit une opération de chirurgie esthétique pour changer de visage. Elle se crée une nouvelle identité, elle s'appelle désormais Paulette Fallette. Et là, elle plonge dans la clandestinité. Sauf que cette plongée va l'emmener bien plus loin que prévu, jusqu'à être recrutée de force par le plus grand réseau de trafic de drogue de l'époque, la fameuse French Connection. Sa nouvelle vie de criminelle va connaître un coup d'arrêt brutal. On est en 1967 et la scène se passe dans le port de Miami. Josette et un complice se font pincer. Ils essayent de faire entrer 13 kilos d'héroïne pure aux États-Unis. Il faut bien se rendre compte, pour l'époque, 13 kilos, c'est une quantité astronomique. Une saisie d'une valeur de plusieurs millions de dollars. C'est énorme. Et ce qui va bluffer tout le monde, y compris les douaniers américains qui l'arrêtent, c'est son calme, son sang-froid. Elle ne bronche pas. L'un d'eux dira même qu'elle avait des nerfs d'acier. Une vraie actrice. Alors là, elle risque gros, très gros. On parle de 90 ans de prison. Mais Josette, c'est une survivante. Elle fait ce qu'elle a toujours fait.
Elle s'adapte. Elle passe un deal. Elle accepte de devenir un témoin clé pour le gouvernement américain, de balancer ce qu'elle sait sur la French Connection. En échange de ces infos cruciales, elle négocie une peine réduite et une promesse, ne jamais être extradée vers la Suisse. Le deal semble parfait, sauf qu'elle apprend que les Américains pourraient bien la trahir et ne pas tenir leur promesse d'extradition. Alors que fait-elle? Eh bien, ce qu'elle sait faire de mieux. En 1969, elle s'évade. Encore. Et elle se volatilise en plein cœur de l'Amérique. Et cette fois, elle disparaît pour de bon. Elle se réinvente complètement. Nouveau nom, Jean Baker. Elle devient une entraîneuse de chevaux hyper respectée au Nouveau-Mexique. Elle vit enfin son rêve américain, loin de tout. Mais le passé ne meurt jamais vraiment. Et il va la rattraper à cause d'un tout petit truc. Une seule lettre, envoyée à sa mère. Une lettre qui sera interceptée par la police. Et là, c'est reparti. Mais cette fois, c'est une bataille juridique. Et quelle bataille! Ça va durer des années. La Suisse s'acharne, ils la veulent, ils exigent son extradition. L'affaire va monter, jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. C'est devenu une quasi-affaire d'État, un vrai casse-tête diplomatique entre les deux pays. Finalement, en 1981, soit 20 ans après sa condamnation initiale, la cavale prend fin. Les traités internationaux ont le dernier mot et Josette Bauer est extradée. Elle est renvoyée en Suisse. Le retour au pays est étonnamment court. Elle ne fait que quelques mois de prison de plus et elle est libérée. Elle passera le reste de sa vie à Genève, avec une interdiction formelle et définitive de remettre un pied aux États-Unis. Ce pays où, ironiquement, elle avait essayé par tous les moyens de se reconstruire une vie. Et jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, elle maintiendra sa version des faits. Dans ses mémoires, elle insistera, elle n'a jamais été une complice volontaire dans le meurtre de son père. Sa seule responsabilité, disait-elle, était morale. Franchement, sa vie, c'est un roman. Une histoire tellement folle que si on l'avait inventée, personne n'y aurait cru. C'est invraisemblable. Et elle laisse derrière elle une image complexe, un mystère, qui fascine et qui pose question, encore aujourd'hui. Alors, au final, qui était-elle? Une complice calculatrice et de sang-froid? Une simple victime des circonstances? Une rebelle que la société a voulu écraser? Ou tout simplement une survivante, avec un instinct de survie absolument hors du commun? Difficile à dire. La question, elle, reste entière.